Bonjour, je suis Pascal Le Goff de l'association Legui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur All About Sport. Bonjour Pascal Le Goff. Déjà, merci. Avant de commencer, je vous propose une recommandation. La chaîne YouTube Roméage qui vous propose un contenu de culture sport, comme de vous parler de la carrière de Tony Parker, 5 faits sur Wayne Rooney, ou même de comprendre l'évolution de la carrière de Serena Williams. Il couple ce contenu à des vidéos de musculation. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tout est en description. Bonne vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec moi aujourd'hui, donc pour parler d'un nouveau métier, d'une nouvelle activité qui me semble intéressante et puis en devenir aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop et qui semble nous toucher tous quelque part. Puisque vous avez été 21 ans à l'OL, vous avez été notamment responsable socio-éducatif du club, donc on parlera un petit peu à mesure en détaillant un peu ce que veut dire cette activité. D'abord, première question, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà en deux, trois mots ce que ça veut dire, enfin en synthétisant rapidement, puisqu'on va plus détailler, ce que ça veut dire être responsable socio-éducatif? Alors, dans chaque club professionnel, bon, déjà bonjour, c'est pas, je ne t'ai pas salué, donc bonjour, merci pour ton invitation. Dans chaque club professionnel, il y a depuis peu un référent socio-éducatif. Donc, c'est une personne qui est en charge du développement d'actions culturelles, éducatives dans le club. Et cet acteur-là, au sein des associations, au sein des académies, s'appuie notamment sur un programme qui est développé par le Fonds d'action du football, qui est une fondation qui est gérée par la Fédération française de football. Et donc, il y a tout un catalogue d'actions citoyennes, d'actions éducatives, tout type d'actions, dans le sport ou pas forcément dans le sport. On- il y a de la communication, il y a de l'éloquence, on traite le racisme, on traite l'illettrisme, on traite la musique. Il y a tout un tas de sujets qui sont développés. Et comme ça, chaque club peut piocher, par l'intermédiaire de son référent socio-éducatif, peut piocher un projet qui le sensibilise et en faire profiter ses footballeurs. Alors, c'est l'Olympique Lyonnais, donc le club dans lequel j'ai passé 21 ans, était un peu précurseur via sa fondation, qui a été, euh, qui a été parmi les premiers clubs à s'investir. Et aujourd'hui, tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2 sont présents, les pôles espoirs sont présents. Enfin, voilà, ça réunit maintenant un nombre vraiment très important de clubs et d'associations. Donc, c'est quelque chose de génial. Ça permet aussi d'échanger avec d'autres clubs, voir ce que les autres font, s'inspirer, et puis inspirer aussi nous de notre côté. Donc, c'est vraiment une belle action éducative au sein des clubs de football. Au sein de ce poste, et puis j'imagine en 21 ans, on a quand même une vision globale de ce qu'est un club. Et en l'occurrence, je trouve que une académie, on sait qu'il y a des jeunes, souvent des jeunes avec du talent, on sait que c'est encadré par des entraîneurs de jeunes, etc. Mais j'ai du mal en fait à voir ce qu'est le quotidien d'un jeune en académie. Est-ce que vous pouvez me dire globalement ce que c'est une journée, par exemple, une semaine d'un jeune athlète à l'Olympique Lyonnais qui désire peut-être être professionnel? Alors après, ça va dépendre de son âge, de son niveau de jeu, enfin, dans quelle équipe il va évoluer. Moi, j'avais plutôt en charge les jeunes qui étaient sur la fin de formation, c'est-à-dire entre U17 et la Nationale 2. Donc, je vais prendre un exemple d'un jeune qui est en U19 et qui est toujours scolarisé. Donc là, c'est des journées qui sont assez chargées, des semaines même qui sont assez chargées. Et notamment pour une part, il y a certains jeunes qui sont hébergés par les clubs, notamment si tu es parisien ou marseillais ou même stéphanois, tu vas pas faire le trajet tous les jours pour venir à l'Olympique Lyonnais, donc tu dors sur place. Et donc, tu es pris en charge en grande partie par le club. Tu vois plus les surveillants et tes entraîneurs que tes propres parents. Donc ce sont des semaines conséquentes. Donc, ça commence par un lever autour de 6h30 ou 6h15, même pour le petit déjeuner. Après un départ en navette autour de 7h du matin. Ensuite, les jeunes reviennent après une journée de classe classique
reviennent un petit peu prématurément par rapport aux autres élèves et se rendent au centre d'entraînement vers 16 heures globalement. Après l'entraînement 16h30 jusqu'à 18h30, le repas, les études pour certains, et puis un coucher autour de 22h30 et rebelote le lendemain 6h30. Donc il y a vraiment des semaines qui sont intenses. Euh, et puis bah, après, il y a le mercredi aussi où souvent les séances sont doublées. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de respect pour un jeune qui est dans un centre de formation, qui réussit ou qui réussit pas. En tout cas, il aura donné tout pour sa passion, pour son futur métier. Et alors ceux qui réussissent, qui vont au bout, qui passent la scolarité, qui passent toutes les étapes d'un joueur de foot pour arriver à un statut professionnel, qui réussit en plus dans le club dans lequel il a été formé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et souvent, on parle d'iceberg. En tout cas, les personnes qui voient arriver un joueur de 18-20 ans à l'Olympique Lyonnais dans l'équipe professionnelle ne se rendent pas forcément compte de l'investissement qu'il a dû avoir dans sa vie, les sacrifices. On peut parler de sacrifice parce que on va parler de ceux qui vont réussir, mais on est obligé de sacrifier une partie de sa jeunesse alors qu'on n'est pas certain d'avoir un résultat au bout. Mais quoi qu'il arrive, on aura vécu une grosse expérience de vie. On aura trouvé des contacts. Chaque génération, les jeunes se gardent contact pour la plupart. Donc il y a une vraie, c'est une vraie expérience de vie et pour certains qui va déboucher sur un métier génial. D'être footballeur professionnel à l'Olympique Lyonnais, c'est génial, mais, euh, mais ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est le fruit de beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts. Et tu me dis que c'est pas donné à tout le monde, et en fait, j'ai l'impression que justement, ton rôle, c'est que même si au bout, la finalité n'est pas la meilleure pour un athlète qui peut-être ne va pas réussir à être professionnel, toi, ton objectif, c'est de développer des hommes, c'est qu'ils s'intéressent à d'autres choses, c'est que justement, peut-être que la reconversion, qu'elle soit après carrière ou après avoir arrêté le centre de formation parce qu'il n'y a pas eu la porte professionnelle derrière, j'ai l'impression que ton rôle, c'est justement de développer des hommes, et ça passe par une activité que tu as très rapidement dit. Juste avant, c'est la prise de parole. Et j'ai vu que justement, tu avais organisé un concours d'éloquence avec le club. Est-ce que tu peux me Mm. parler de ça, me dire peut-être en quoi ça consiste et surtout quel est l'intérêt, en fait, peut-être pour un joueur jeune d'avoir développé cet aspect ou d'avoir vécu cette expérience? Déjà, tout ce qui va vivre à l'Olympique Lyonnais, je parle de l'Olympique Lyonnais parce que c'est vraiment une référence. Enfin, bon, maintenant, j'ai quitté le club, mais, euh, mais ça a toujours été présent, en fait. Le développement, la formation sportive, bien sûr, scolarité, mais aussi le développement de l'homme ou de la femme, en tout cas, le développement citoyen de la personne, ça a toujours été présent. Donc, moi, c'est un projet qui me passionnait. Donc, j'ai eu la chance de travailler comme référent socio-éducatif. Mais c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui est ancré, qui est dans les gènes de ce club-là. Ça va servir à un jeune, même s'il réussit. On parle souvent de l'échec. On dit même, bon, s'il échoue dans sa quête de contrat professionnel, bah, il aura au moins ça. Mais même si on est joueur professionnel, on va se servir de tout ce qu'on a appris. Et le fait de bien communiquer, le fait de s'intéresser à autre chose qu'au football, que ce soit dans la culture, la musique, enfin, je ne sais quoi, dans les arts, ça va être intéressant même pour un joueur de football. Imaginez que le joueur de football ne s'intéresse qu'au foot, c'est un peu réducteur. Moi, je me bats pour montrer que l'action au quotidien d'un club comme l'OL, mais il y a beaucoup de clubs qui jouent le jeu et je te dis, pour avoir rencontré un tas de références socio-éducatives dans des tas de clubs, je pense à Lille, je pense à Metz, enfin, je pense au Paris Saint-Germain, avec qui j'ai encore des contacts, parce que il y a vraiment des gens super qu'on rencontre. Ces actions-là, elles sont bénéfiques pour tout jeune qui sera passé au sein d'un centre de formation, que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, mais même si tu réussis, il y aura un vrai impact dans ta vie. Et tu m'as parlé du concours d'éloquence, effectivement. Moi, c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'intéressait beaucoup. Il y a le film documentaire À voix haute, par exemple, de Stéphane de Freitas, m'a beaucoup plu. Enfin, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup.
et je voulais mettre en place à l'Olympique Lyonnais. Et le Fonds d'action du football a mis en place un concours d'éloquence avec une association magnifique qui s'appelle Prométhée Éducation. Je salue Mohamed Slim, qui est le président de cette association-là. Et avec leur concours, le concours de la Fondation du football, Prométhée Éducation, et l'ont passé 4 clubs, et cette année, il y en a une dizaine. Ben, les concours se sont lancés. Nous, on a eu la chance donc de pouvoir faire la finale de ce concours d'éloquence juste avant le confinement, donc au mois de mars. Et on a pu réunir un super jury. On avait 12 jeunes qui se sont réunis pour faire ce concours-là. Et c'est Djibril Dib qui a signé professionnel cette année à l'OL, qui avait gagné le concours. Donc, ça reste pour lui un excellent souvenir. Et pour moi également. C'est vraiment, il y a vraiment une énergie, une dynamique qui s'était créée l'an passé. Et donc cette année, rebelote, puisque le concours est relancé par la Fondation du football. Et donc là, cet après-midi encore, j'étais avec une douzaine de jeunes filles et garçons, plus de filles d'ailleurs que de garçons, Ok. et pour préparer cette finale de concours qui aura lieu début avril et que nous allons sans doute organiser à l'Institut Lumière, puisque on a cette proposition-là. Donc, c'est un beau projet. Ça aide énormément les jeunes à se sentir bien. Prendre la parole, on prend la parole tout le temps. Enfin, on prend la parole quand on parle à ses parents, à ses potes, donc on parle au coach, qu'on parle à son professeur, qu'on parle enfin, il y a toujours une notion de communication dans n'importe quelle circonstance. Et apprendre des techniques, apprendre à poser sa voix, apprendre à réfléchir avant de répondre instinctivement, prendre une seconde ou deux. Enfin, c'est toutes des techniques qu'on utilise la préparation au concours d'éloquence et qui va vraiment leur servir tout au long de leur vie, quoi. Et est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, parce qu'on parle de concours d'éloquence, mais les gens se doutent sûrement que ça veut dire prendre la parole, mais c'est quoi le contexte? Est-ce qu'ils ont un sujet imposé à préparer? Est-ce qu'il y a une partie d'improvisation? Comment ça se passe, ce concours, en fait? Alors, il y a différents types de concours d'éloquence, effectivement. Et ça va dépendre aussi du niveau d'implication, du temps qu'on a à y consacrer. Et puis, le concours d'éloquence, souvent, c'est dans des écoles d'avocats. Enfin, ils vont préparer des plaidoiries. Alors, évidemment, là, ça va être leur métier. Ils ont Mm. peut-être une facilité de prise de parole. L'oralité, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Et transmettre une émotion via une plaidoirie, c'est ce qui va faire souvent la différence. Nous, dans le football, en tout cas, c'est effectivement travailler un sujet. On t'impose un sujet. Par exemple, l'an passé, il y avait pour ou contre la VAR, pour ou contre les notes à l'école. Est-ce que tu es pour le Ballon d'Or ou être champion du monde? Voilà, c'est ce type de sujet. Après, on va t'imposer. Ben, alors, toi, tu vas défendre ben, Ok. le Ballon d'Or. Toi, tu vas défendre être champion du monde. Même si tu n'es pas d'accord avec le sujet, c'est pas grave. Mm. Un avocat va défendre son client. Et donc là, tu vas défendre ton sujet. Et donc, pour certains élèves, effectivement, ils s'appuyaient sur un écrit, hein. Il n'y avait pas encore la facilité d'apprendre son texte et de le déclamer sans note. Mais peut-être que cette année, on verra la- avec les joueurs qui vont faire le concours cette année. Peut-être que certains vont avoir la capacité d'apprendre par cœur et de dire leur texte. Mais le but, c'est d'être devant un jury, un auditoire de gens qui connaissent ou pas forcément, et puis de prendre la parole derrière un micro, avec un pupitre, enfin bon, c'est sur une scène. Donc il y a un contexte déjà qui est un peu anxiogène, et voilà, c'est souvent la première fois qu'on prend la parole comme ça, avec un micro devant un public. Donc voilà, ça sera la deuxième fois, pardon, ne sera plus la première fois. Nous aurons Mm. dédramatisé un petit peu le fait de prendre la parole en public. Donc c'est vraiment l'objectif, parce que, parce que voilà, ça fait travailler déjà un sujet, ça fait réfléchir autour de ce sujet. Euh, et puis, ça permet d'apprendre à prendre la parole en public, de poser sa voix, d'articuler, de parler fort. Et donc, ça servira toujours. Et nous, on fait vraiment, bien sûr, des parallèles avec ce qu'ils vont pouvoir rencontrer dans le sport.
Et sur une interview, tout le travail qu'ils ont fait pour l'éloquence va leur servir pour le jour où ils seront interviewés, que ce soit dans un contexte calme ou alors à la mi-temps d'un match où on est fatigué. Mais ce sont des outils, en fait. On se sert des outils. Et justement, les outils permettent aussi de travailler un aspect précis de la prise de parole dans le contexte sportif et de foot. C'est l'exercice enfin, on appelle ça le media training. C'est le terme que j'entends souvent, c'est-à-dire, si je résume bien, l'art enfin, de savoir s'exprimer avec des médias, puisqu'on s'exprime jamais de la même façon avec un journaliste qu'avec un prof. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question un peu globale et peut-être que chacun a son avis sur la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution des nouveaux médias, des médias, il y a beaucoup de différences, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, presque, on n'apprend pas à un joueur à se défendre ou à anticiper peut-être certaines choses où il peut peut-être tomber dans un entonnoir, voilà, un piège presque d'un journaliste. Donc, est-ce qu'on n'apprend pas à se défendre plus qu'à répondre en soi à un journaliste, presque, quand on travaille le média training? Alors, il y a deux aspects du média training, comme on peut l'entendre. Effectivement, à l'Olympique Lyonnais, le média training se fait essentiellement avec un ancien journaliste de Canal+, qui s'appelle Philippe Brouet. Donc lui, il connaît bien ce monde des médias, il connaît bien les risques d'une interview d'un journaliste qui peut avoir comme ambition de vous faire craquer, de vous faire pleurer pour l'audimat. C'est toujours bon d'emmener un joueur sur un sujet qui va déclencher une émotion. Donc c'est déjà les alerter. Et puis après, ce qui est important aussi, il y a les réseaux sociaux qui prennent une place importante. Et il y a le travail de son image qui doit être en phase avec ce qu'on a envie de développer. C'est-à-dire, moi, c'est souvent le discours que j'ai, c'est réfléchissez à votre image, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas le problème, mais il faut l'assumer, quoi. Et mettre tout en œuvre pour que, à travers les réseaux sociaux, à travers les interviews qu'on va donner, on puisse savoir qui on est en face de soi et que qui on est en face de soi, ce soit la personne qu'on a décidé d'être, quoi. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Donc, il y a cet aspect un peu journalistique qui est travaillé avec Philippe Brouet. Et moi, je travaille plutôt un aspect, un peu de développement perso autour du théâtre d'improvisation. On travaille avec des séances de théâtre, avec un comédien lyonnais qui s'appelle Kadour Dorgam, qui est quelqu'un d'assez génial dans ce domaine-là, et qui amène souvent une prise de conscience sur la manière dont on peut nous percevoir à travers des sketchs, en fait, où on travaille des théâtres d'improvisation, là. C'est vraiment du sketch, où on travaille des simulations d'interviews. Après, on analyse un peu, on filme, on analyse, et on essaye de trouver comment s'améliorer. Souvent, il y a un problème un peu de réponse du tac au tac, donc de prendre un peu de recul, de réfléchir un peu à sa réponse. Et puis, voilà, c'est souvent la petite respiration, la petite réflexion avant réponse qui va vous permettre de ne pas dire une énormité et de pouvoir assumer derrière tout ce que vous allez dire. Donc, il y a à la fois cet aspect journalistique, enfin, ancien journaliste de Canal+, donc ça travaillé par le club. Et moi, ce que je travaille avec Cadour, c'est vraiment cet aspect se sentir bien dans ses baskets, appréhender n'importe quelle question, s'assumer, et puis en fait transmettre à travers les médias qui on est. Et justement, pour s'assumer, etc., ça passe justement par la prise de parole, parce que c'est vrai que savoir s'exprimer ou avoir franchir des barrières qu'on peut avoir depuis quelques années, parce que c'est un exercice qui n'est pas simple de parler devant des gens, de parler parfois tout court et de parler devant des gens encore plus. Avec toute l'expérience que vous avez pu avoir, vous, et justement avec tous les intervenants que vous avez pu côtoyer et que vous côtoyez encore aujourd'hui, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une personne qui peut-être n'est pas à l'aise à l'oral? Spontanément, c'est quoi le conseil que vous avez envie de donner peut-être pour progresser sur cet aspect-là? Il faut s'entraîner. Le problème, c'est que si on se rend compte qu'on n'est pas bon à l'oral ou devant une caméra, à sa première occasion où on va être filmé, c'est Hmm. peut-être un peu tard. Il y a eu des exemples comme ceci où des joueurs se sont fait un peu piéger, n'ont pas préparé ou se pensaient à l'abri d'une erreur, parce que peut-être dans la vie de tous les jours, on est à l'aise, et puis quand on est en face d'une caméra ou d'un appareil photo, ça change tout, quoi.
le contexte n'est plus le même. Ça peut déstabiliser. Donc le fait de l'avoir fait, de s'être planté pendant le travail, ben, ça permet d'être plus à l'aise une fois qu'on est face à un vrai journaliste, une vraie caméra. Donc c'est vraiment c'est d'anticiper les choses, c'est les appréhender, c'est vraiment les réfléchir. Parce qu'il ne faut pas réfléchir à la manière dont on a envie de paraître à l'écran au moment où on apparaît à l'écran. Il faut l'avoir réfléchi et le travail qui est proposé est vraiment efficace. Mais c'est vraiment cette réflexion. Quelle image j'ai envie de donner? euh, Être posé, enfin voilà, si on a envie d'être posé, être un peu exubérant, si on a envie d'être exubérant, mais être en phase avec son image, quoi. Parce que il n'y a rien de pire que de mentir, quoi. Enfin, à travers une image, et puis ça va se voir, ça va pas être terrible. Et puis il y a des conséquences maintenant aussi pour un joueur, c'est que ben, il y a des contrats pubs aussi, hein, donc on vend aussi son image à travers les réseaux sociaux, de toute façon, c'est tout bénef d'avoir une belle image. Mm. Euh, Souvent, je demande quel pourrait être l'intérêt d'avoir une mauvaise image. Il y a assez peu de réponses. Donc, tout faire pour avoir une bonne image et être en phase avec soi-même. Moi, c'est les conseils que je peux donner et c'est ce qu'on travaille. Et justement, le fait d'être responsable socio-éducatif, ça passe par la prise de parole, on en parlait, mais par d'autres domaines, vous en avez aussi rapidement parlé au début, donc l'art, la musique, etc. Euh, Déjà, ils sont jeunes, donc quels sont les retours que vous avez de ces jeunes sur ces activités-là? Vous avez parlé, ça serait d'ailleurs, ça serait sympa qu'on en reparle ensemble, même de cette anecdote avec Amine Gouiri que je trouve en soi très drôle, enfin, c'est incroyable. Quel retour vous avez de ces activités-là de la part des jeunes qui, est-ce que, je ne sais pas s'ils sont capables de vraiment exprimer ce qu'ils pensent de ces activités, mais d'observation, qu'est-ce qu'ils pensent en fait de ces activités-là? Mais en fait, on a tous eu 15 ans, 16 ans, 17 ans. Moi, le premier, enfin, si on m'avait emmené voir de la musique classique à 15-16 ans, bon, ça m'aurait peut-être pas passionné au départ, et puis j'y aurais Hmm. peut-être trouvé de l'intérêt. Tu parles d'Amine Gouiri, effectivement, j'avais raconté qu'on avait été voir un concert de musique classique à l'auditorium Maurice Ravel. Alors, c'était un contexte d'étudiants, donc c'était beaucoup de jeunes qui étaient présents dans la salle, mais c'était un orchestre symphonique, c'était des violons, c'était des violoncelles, ce type d'instruments. Et il est rentré dedans, quoi. Il était vraiment attentif à ce qui se passait. Euh, j'ai pas discuté de ça avec lui depuis, mais je pense pas qu'il en ait réécouté depuis. Euh, mais en tout cas, il s'est rendu compte, je pense, qu'il y avait autre chose que la musique qu'il écoutait au quotidien, que ça pouvait lui procurer de l'émotion. Et ne serait-ce que ça, c'était une victoire. C'était une victoire parce que encore une fois, peut-être naturellement, il n'y serait pas allé. Peut-être que moi, à 15 ans, je ne serais pas allé. Mais on est des fois porté par quelqu'un qui va vous inciter à faire quelque chose qu'au départ, vous n'avez pas envie de faire, et puis qu'au final, un jour, ça vous servira. Et, Et moi, je les incite vraiment toujours à être curieux, à s'intéresser à des choses. Et puis, de toute façon, je les connais bien, je connais un peu le fonctionnement de ces jeunes joueurs ou joueuses. C'est-à-dire souvent, il y a un peu de défiance un petit peu sur l'activité qu'on va proposer. On pense qu'on va s'ennuyer, et puis on vient un peu à reculons, puis on repart, hmm, on est satisfait de l'avoir fait, et puis on a le sentiment d'avoir pioché quelque chose et d'y avoir appris quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut jamais se référer au sentiment, jamais demander d'avis, quoi. Parce que si on ouais, demande d'avis à un groupe de jeunes joueurs, ils vont vous dire hmm, bah, Pascal, ça va, on n'a pas le temps, pas envie. ouais. Et puis au final, on va y prendre du plaisir. Moi, j'ai le souvenir de les avoir emmenés au vernissage d'une amie qui est peintre, qui s'appelle Brigitte Alliot, qui peint sous le nom de Alliot à Elioté, dans une galerie au Sofitel de Lyon. C'est pareil, c'est vraiment de la peinture qui est assez abstraite, hein, donc je me suis dit, bon, comment ça va? Alors moi, j'étais très motivé au moment de les emmener, et puis après, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Et puis au final, ils ont passé 1 heure avec l'artiste à parler peinture, et ils voulaient pas repartir, quoi. Donc ça, il faut pas avoir aucune crainte sur, Hmm. sur, sur la capacité, enfin,
en imaginant que les jeunes ne vont pas s'intéresser à un sujet, Mm. il y a toujours quelque chose à prendre. Et même si vous en séduisez un, ben ce sera génial. Et là, pour le coup, tout le groupe, on avait été avec, il y avait 8 joueurs. Il y a Melvin Barr qui est dans le groupe pro maintenant, Mm. et puis il y a Pierre Calulu qui est parti au Milan. Enfin, il y avait Théo Ndika qui est parti en Belgique. Enfin, il y avait quelques joueurs comme ça qui sont professionnels aujourd'hui. Yaya Soumaré qui joue en pro. Tous ces joueurs-là ont passé un excellent moment, alors que, bon, forcément, d'eux-mêmes, ils ne seraient jamais allés. Et on connaît la réputation du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est pas, parce qu'en vrai, il y en a tellement des joueurs talentueux et dans toutes les villes de France, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas justement ces activités-là d'essayer de développer l'être humain, la curiosité, comme vous dites, est-ce que c'est pas ça qui fait la différence entre un bon centre de formation et un très bon centre de formation, cet accompagnement-là? Bien sûr. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Donc, moi, j'ai quitté l'Olympique Lyonnais pas parce que je m'y embêtais. Au contraire, c'est un club génial qui m'a beaucoup apporté. Mais j'ai monté une structure associative qui s'appelle l'EGI, et Mm. à travers laquelle, c'est ça l'ambition, en fait. C'est d'apporter à de jeunes sportifs. Bien sûr, c'est le football dans ma priorité, mais pour le moment, mais je compte bien travailler avec d'autres Sport. sports. Mm. Mais bien sûr que pour moi, j'ai la conviction que s'intéresser à d'autres univers que son sport de prédilection, ben quelque part, ça doit alerter le club. C'est-à-dire, si un jeune n'est pas capable de s'intéresser à autre chose que son football, pour moi, c'est inquiétant. Pour moi, c'est inquiétant parce que ça veut dire que, bien sûr, qu'il faut être focus sur sa carrière, sur son projet, qui est un projet très difficile au Mm. quotidien, vraiment. Mais si on ne prend pas des petites pauses, si on ne s'intéresse pas à autre chose, si on focalise son cerveau uniquement sur la réussite sportive, pour moi, c'est un problème. Et ça doit devenir un critère de sélection presque pour un club. C'est-à-dire, si le jeune n'est pas capable de s'intéresser à autre chose qu'au foot, ben, ça sera sans doute limitant dans sa carrière. Il va y arriver, hein. C'est pas parce qu'il va aller voir du théâtre ou un vernissage d'un artiste peintre que d'un seul coup il va devenir Mm. plus grand joueur de foot. Pas ce que je veux dire, mais c'est jamais mauvais de rester focus sur un projet professionnel. On va s'intéresser à autre chose, avoir des respirations, ben, ça nous cultive déjà, tout simplement. Et puis, ça nous permet de relativiser. Euh, Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup relativiser. Parce qu'aussi, dans l'aspect éducatif de ce qu'on proposait à l'Olympique Lyonnais, on a eu une action très marquante pour les jeunes, euh, donc de deux aspects, avec une association qui s'appelle l'Alged, qui est une association magnifique sur Lyon, qui s'occupe de déficients mentaux. Donc, avec un groupe de jeunes filles et garçons, on les a accueillis à l'académie pour leur donner des entraînements de football. Et après, on a été les voir sur leur lieu de vie, donc soit des écoles primaires, soit des écoles, collèges ou lycées, dans des ESAT, donc dans des ateliers de travail, dans des foyers. Enfin voilà, on a été les voir sur leur lieu de vie. Et Mm. je peux te dire que ça a été extrêmement fort. C'est pas rare qu'un des jeunes qui a vécu cette expérience-là me demande d'y retourner parce que on crée des liens enfin, dans les deux sens, en fait. C'est vraiment un échange et tout le monde s'y retrouve et c'était Ouais. magnifique. Donc ça, c'était avec l'Alged et puis aussi avec des enfants qui sont malades. Enfin, on a été rendre visite à Léon Bérard à des jeunes enfants malades avec un groupe de plus vieux parce que il faut aussi préserver les plus jeunes, donc Ouais, avec les bien jeunes qui sûr. étaient en National 2. Et là, je peux te dire, pardon, je peux te dire qu'on a vécu des moments très forts. Encore une fois, dans l'échange, hein, tout le monde s'y retrouve, mais même avec les parents, euh, qui ont beaucoup apprécié la visite de jeunes joueurs qui n'avaient pas encore de notoriété comme peuvent avoir les joueurs pros qui se déplacent, qui font énormément de choses pour les jeunes enfants. Mais là, c'était vraiment des jeunes qui se déplaçaient pour voir d'autres jeunes. Bien sûr que c'était l'institution olympique lyonnais qui se déplaçait, mais sans la notoriété, ce qui était vraiment intéressant. Et il y a eu vraiment des échanges incroyables, quoi.
J'ai le souvenir d'une jeune fille qui était rentrée le matin, qui avait beaucoup de douleurs et qui souffrait beaucoup et qui pleurait énormément. Et donc, on a proposé d'envoyer deux jeunes joueurs. Et je pense ils s'en souviennent vraiment. Et les infirmières étaient ébahies par la force de ces deux garçons qui sont rentrés dans la chambre d'hôpital et qui ont rendu le sourire quasiment instantanément à cette jeune fille. Et les infirmières avaient presque les larmes aux yeux pour voir à quel point ils avaient eu un impact sur elle. Et du coup, elle pensait à autre chose. Et voilà, pour moi, c'est un moment qui m'a énormément marqué. Et je suis sûr que si vous en parlez à ces deux jeunes joueurs, ça a été un moment de leur vie qui ne sont pas prêts d'oublier. Donc voilà, Mm. ça permet de relativiser, ça permet de donner, voilà, d'échanger. Mais et puis, ben, quand on revient sur le terrain, je peux vous dire qu'on est reboosté. Euh, J'imagine. Mm. voilà. Donc voilà, relativiser est un mot important dans une carrière sportive. Et justement, j'imagine le tempérament des joueurs, c'est un rôle clé aussi dans une carrière parce que, évidemment, faut être fort, mais si on n'est pas fort tous les jours, il faut être capable aussi de remonter dans des périodes plus compliquées. Et si jeune, ça paraît fou. Vous qui avez le recul justement d'avoir vu des joueurs que vous avez connus jeunes, Melvin Barnes par exemple, qui maintenant est passé professionnel, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces jeunes-là, en dehors du talent footballistique évidemment, mais qu'ils ont tous en réalité quasiment, je pense? Est-ce qu'il y a des qualités, des choses où on se dit ces qualités-là sont importantes, sont fondamentales presque pour espérer atteindre un nouveau palier, quoi? Est-ce qu'il y a des qualités qui reviennent dans ces joueurs-là? Ah, pour moi, oui. Après, peut-être d'autres ont d'autres sentiments, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que euh, il faut pas que ce soit il faut qu'ils soient concentrés sur l'objectif. Et être concentré sur l'objectif, bien sûr. En plus, Melvin Barr, par exemple, c'est un garçon qui est extrêmement drôle et qui, euh, qui aime bien la déconne. Mais c'est quelqu'un qui transgresse jamais les règles, qui est sage, je dirais. Et moi, je pense que le lien entre tous les jeunes, je vais parler de ceux que j'ai côtoyés, notamment au centre d'hébergement. Donc, c'était les gamins qui étaient logés au club. Euh, à tous ceux qui ont réussi, vous n'aviez rien à leur reprocher sur l'attitude. Que ce soit Amin Gouiri, Miziane Maolida qui sont partis à Nice. Là, on parle de Melvin Barr. Enfin voilà, c'est des joueurs, Théo Ndika, c'est des joueurs qui sont des bons gamins, quoi. Et si à un moment, on a trop à le reprendre sur arrête de faire ci, arrête de faire ça, arrête d'être dans le couloir, arrête d'aller embêter tes collègues dans leur chambre. Si on est toujours constamment en train de lui faire des remontrances sur son comportement, Mm. c'est pas très bon signe. Donc voilà, c'est pas forcément être bon à l'école, c'est pas forcément. Mais par contre, quand on est à l'école, on est respectueux du professeur, on est respectueux de ses coachs. Parce que si vous n'êtes pas capable d'être respectueux avec un prof, pourquoi vous le seriez-vous avec un coach? Et si vous n'êtes pas capable d'écouter un professeur, et de répercuter ce qu'il vous dit en classe, ben, voilà, est-ce que vous êtes capable de le faire sur le terrain? Moi, je suis sûr que le parallèle est vrai. Donc c'est des petites alertes comme ça. Si vous êtes obligé de reprendre un gamin tous les jours parce que euh, il n'est pas sage, c'est pas très bon signe. Le parallèle est vrai là, j'imagine qu'il est d'ailleurs vrai dans la vie réelle. Enfin, je pense que c'est le cas de tout ce qu'on a dit depuis le départ. En tout cas, le média s'appelle All About Sport. Je t'en parlais au tout début. L'objectif, c'est Ouais. vraiment de valoriser tous les acteurs du sport, donc que ce soit des sportifs professionnels et puis des personnes comme toi qui, au final, œuvrent auprès de sportifs et qui les accompagnent. Si tu pouvais dire merci à une personne dans ce milieu qui t'a donné une opportunité, qui a eu un rôle clé pour toi dans ta carrière, spontanément, maintenant, tu penserais à qui? Ben, c'est les personnes qui m'ont permis d'intégrer l'Olympique Lyonnais. Ça fait donc 21 ans. Ce sont quasiment les premières personnes que j'ai remerciées en partant. Donc, il y a deux personnes au club qui s'appellent un Serge Bex, qui était un ancien joueur de l'OL, et puis Olivier Bernardo, qui m'ont donné ma chance, qui m'ont recruté. Et puis Thierry Sauvage, qui a validé aussi mon recrutement à l'époque en 99, alors que c'était vraiment un domaine dans lequel je n'imaginais jamais travailler. Moi, bien sûr que j'étais fan de foot, je joue au foot, mais imaginez
pouvoir travailler dans ce milieu-là et y passer 21 ans. Bien sûr que c'était inimaginable. Donc il y a bien sûr, enfin, ces personnes-là sont importantes, mais j'en aurais tellement à citer. Guy Genet, avec qui j'ai passé des moments exceptionnels au sein du groupe pro, quand on a pu faire des déplacements européens en Ligue des Champions en début des années 2000. J'ai Laurent Arnaud qui a quitté l'OL aussi, mais qui m'aide beaucoup dans mon action dans les Guy. Voilà, Jean-François Vulliez qui m'a fait confiance, qui est directeur de l'académie à l'Olympique Lyonnais, qui m'a fait confiance, qui continue à me faire confiance aussi au quotidien, puisque tu le sais, donc je continue à travailler avec les jeunes de l'OL. Voilà, c'est des personnes, Sonia Bonpastor aussi, qui s'occupe des filles merveilleusement. Enfin voilà, il y a Camille et Billy, enfin, il y a vraiment des tas de gens que je ne veux pas oublier, mais sincèrement, moi, il y a, sans être sans en faire trop. Et il y a vraiment des gens assez exceptionnels dans ce club. Euh, et, euh, et on passe des moments incroyables, quoi. Bien sûr, on est là pour nous, enfin, en tout cas à l'académie, pour nos jeunes joueurs. Il y a des coachs qui donnent tout. Il y a vraiment des gens qui sont dévoués pour la réussite de nos joueurs. Et puis voilà, là, je travaille beaucoup avec le staff N2, avec Gaïda Fofana et Jérémy Bréchet. Voilà, les jeunes, j'espère, se rendent compte qu'ils ont la chance d'avoir ces deux anciens joueurs pour les aider à grandir. Et, euh, et moi, en tout cas, mon rôle, moi, c'était aussi par rapport à ces jeunes de dire que ils auront réussi leur formation si, à la fin, ils ne se disent pas si j'avais su. Voilà, ça c'est. Si tu arrives à dire à la fin si j'avais su, voilà, je me serais plus entraîné. Non, tu sais tout ça. Tu sais qu'il faut s'entraîner, tu sais qu'il faut être ça. Il faut être rigoureux sur ta diététique, sur l'entraînement. Tu sais qu'il faut se coucher tôt. Tu sais tout ça. Donc, si à la fin tu dis, ben, si j'avais su, c'est que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Et on te le dit au quotidien. Donc un jeune qui est à l'Olympique Lyonnais, il a toutes les chances de son côté pour réussir. Mais faut qu'il s'en donne les moyens. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, arriver en National 2, ce n'est pas suffisant. Signer un contrat pro, ce n'est pas suffisant. Voilà, faut jouer en pro et faire plusieurs matchs, avoir des saisons. Et puis après, là, tu peux te retourner et dire voilà, je suis fier de ce que j'ai fait. Mais voilà, si un joueur, à la fin de sa formation, peut ne pas dire si j'avais su, c'est une réussite pour le club et pour lui. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de faire cet échange, de m'avoir présenté, Merci. de nous avoir présenté même ton métier. Et puis en tout cas, je te souhaite une bonne continuation au sein de ton association, du coup, ton projet Legui. Ouais, donc, ouais, vous pouvez me retrouver sur Legui, leegui.fr. Voilà, il y a toutes les prestations qui sont proposées. Et Legui, ça veut dire maintenant en Wolof, dans la langue qui est utilisée au Sénégal. C'est un pays qui compte beaucoup pour moi. Et voilà, donc faisons les choses maintenant. C'est ce que je disais souvent aux jeunes. Faisons les choses. Si tu attends, c'est trop tard. Donc, fais les choses maintenant. Mets en place les choses maintenant, immédiatement, et elles te serviront dans ta carrière, quoi. Et donc, voilà, faisons les choses Legui. Donc, legui.fr. Bon, ben, je pense Merci en tout cas de ton invitation. C'est très agréable de passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. plaisir partagé. Merci. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cet échange avec Pascal Le Goff vous a intéressé. C'est vrai que quelqu'un qui a bossé pendant 20 ans dans un club, qui en plus a été dans un centre de formation, c'est des sujets qui me paraissaient super intéressants à traiter avec lui. J'espère qu'elle vous a intéressé. En tout cas, si vous voulez nous soutenir, une chose simple, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Spotify aussi où on est présent si le format audio vous intéresse. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.